Bonjour à tous et bienvenue dans un lieu assez magique dans le 10e arrondissement, une ancienne caserne. Et c'est Flora Aguebali qui m'a invitée aujourd'hui ici pour découvrir ce lieu assez magique qui n'ouvrira qu'en septembre, hein, parce qu'il y a des retards dans les travaux à cause évidemment de la pandémie. Mais on est surtout ici pour parler de votre livre. Vous êtes auteur, vous êtes aussi entrepreneur, entrepreneuse militante, fondatrice de Coalition. Redites-moi exactement le nom. Coalition, qui est une agence Voilà. d'innovation écologique et sociale. Voilà, comme ça on a toutes les informations. Voilà. Et l'actualité du jour, c'est le livre Ma génération va changer le monde, un titre assez fort, prometteur. Et donc on va voir ensemble aujourd'hui ce qu'il y a dans ce titre et surtout les solutions que vous proposez. Il ne s'agit pas de faire des phrases d'injonction, mais vous proposez des choses aujourd'hui autour de l'écologie, du vivre ensemble et d'un monde meilleur, pour une promesse de monde meilleur. Donc ensemble, on va essayer de voir aujourd'hui, je vais vous poser cette première question sur notre démocratie. Vous en parlez très bien dans le livre. Quel est le regard que vous portez sur notre démocratie aujourd'hui quand on sait, comme vous le dites, qu'elle est gérée par des personnes plus âgées, peut-être presque trop âgées. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de cette démocratie? Alors, déjà, je tiens à le dire par avance pour poser le cadre. C'est pas du tout un manifeste anti-boomer. Ouais. C'est le thème de la semaine en plus dans l'actualité. Pas du tout. D'ailleurs, je précise dans le livre, et je le précise ici aussi, que les boomers n'ont rien à voir avec les baby boomers. Donc, les baby boomers, c'est une classe d'âge de gens qui sont nés après-guerre, alors que les boomers, c'est des gens appartenant à cette classe d'âge, mais avec un tempérament très conservateur. Ok. D'ailleurs, on peut avoir 20 ans et en fait déjà être un boomer, c'est de refuser de voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que le monde doit changer sur le plan écologique et sur le plan social, évidemment. Mais pour revenir sur la question de la démocratie, je pense que oui, en fait, je tente de recréer du dialogue. Enfin, je pense qu'il y a un besoin, et c'est ce que je tente de faire moi, de recréer du dialogue entre les générations. Parce que si le monde qui a été construit aujourd'hui a été construit autour de croyances par une certaine, justement, tranche d'âge, une certaine catégorie de personnes, en fait, c'est plus du tout adapté à ce qu'on vit aujourd'hui, notamment dû au fait qu'il y a eu quand même la révolution digitale. C'est quand même une des plus grosses révolutions de notre histoire. Donc, je ne sais pas si on a pris la mesure des changements à conduire dus à cette révolution, mais aussi parce que voilà, ça a profondément ça et d'autres phénomènes, le fait qu'on comprenne qu'on est dans un monde aux ressources limitées, mais qu'on ait un modèle qui veuille une croissance illimitée. Il y a quand même tout un tas de paradoxes qu'on n'a pas vraiment pris en compte dans notre façon. La démocratie, c'est quand même un terme un peu précis, parce que la démocratie, c'est la façon dont on élit nos représentants, mais en tout cas, le contrat social, ça oui, je pense qu'il faut repenser la façon dont on veut faire société, à quoi on adhère les uns et les autres, et la façon dont on vit ensemble. Bien sûr. Donc, la jeunesse, vous en parlez beaucoup dans le livre, c'est un endroit important quand même, c'est les électeurs de demain, mais aussi les dirigeants de demain. Comment est-ce que vous avez le sentiment qu'elle est représentée? Est-elle assez représentée dans les médias? On en a entendu parler pendant le Covid parce qu'il y a eu un petit souci avec les étudiants, leur capacité d'auto-s'alimenter. Enfin bon, il y a une vraie pauvreté et une vraie détresse. Comment vous trouvez que nos élus nous regardent la jeunesse? J'allais dire nous, comme si j'avais 17 ans. Comment, J'ai pas 17 ans non plus, je ah vous ouais, non, mais rassure. voilà, Je n'ai plus 17 quand ans on est du jeune tout. dans la tête, on est jeune tout court. Là, comment est-ce qu'ils sont pressentis? Alors, statistiquement, ils sont très mal représentés dans les médias, puisque chaque année, il y a un rapport du CSA sur les diversités, parce que oui, les jeunes sont considérés comme une diversité, c'est assez rigolo, parce qu'en fait, c'est juste un âge. D'ailleurs, les femmes aussi, et Oui, c'est une personne sur deux, ou même plus, c'est 52% Et une minorité. des gens. Voilà, et une minorité, diversité, enfin bref, voilà, très bien. Mais donc, effectivement, dans chaque rapport du CSA, chaque année, la réponse est la même, c'est les jeunes sont sous-représentés à la télé. Et en fait, même quand ils sont représentés, ça dépend de qui prend quel rôle. C'est-à-dire qu'on l'a vu pendant la crise du Covid, tout à coup, on a dû inviter les scientifiques et les épidémiologistes, je n'arrive jamais avec Vous ce avez mot, réussi du premier coup. à la télé, sur nos plateaux. Et là, tout d'un coup, bim, les inégalités ont repris. C'est les hommes qui ont été invités, c'est les hommes qui ont pris la parole. Enfin, les hommes pas jeunes, du coup, parce que pour les classifier, même si c'est pas l'objectif, mais voilà. Et donc oui, l'absence de jeunes dans les instances décisionnelles, elle existe. L'absence de jeunes dans les médias, elle existe. Mais surtout, c'est pas tellement ça qui me pose problème dans l'absolu, parce que je valorise aussi l'expérience. Enfin, je fais pas du jeunisme. Oui. Je dis pas que les jeunes doivent maintenant prendre le pouvoir et c'est eux qui doivent diriger la société.
Ce que je dis, c'est que les jeunes, ma génération, donc on appelle souvent la génération Y, qui est celle qui est née en gros de 85 à 95, et celle d'après qu'on appelle la génération X, mais surtout la génération des digital natives, donc qui sont nés à partir des années 95 et qui ont grandi dans une société digitalisée et qui ont épousé le digital. On le voit souvent, il y a des enfants qui savent utiliser une tablette tactile avant de savoir lire, Bien sûr. qui sont biberonnés et nourris à ça dès le plus jeune âge. En fait, le problème, c'est que c'est une génération qui vit avec des nouvelles réalités et avec du coup des nouvelles ambitions, avec des nouvelles envies, avec une nouvelle sensibilité. Et en fait, le problème, c'est que le récit politique... Alors, je suis désolée, je ne sais pas si ça donne un côté populiste de taper sur le récit politico-médiatique, mais il y a quand même une réalité factuelle qui est que ce récit politico-médiatique, il n'est pas écrit par eux, ils n'y sont pas représentés. Ils ne sont pas intégrés dans ce récit. Ils ne sont pas on intégrés. On leur demande pas leur avis. Non, et surtout, ça ne parle pas à leur réalité. Moi, qui suis à titre individuel politisée et assez férue de politique, j'aime regarder les débats, etc., j'ai toujours constaté que je n'ai pas un ami qui vote. Et je n'ai pas un ami qui se sent concerné, et je n'ai pas un ami qui comprend un homme politique, en fait, parce que ça ne les intéresse pas. C'est pas le même langage, mais en fait, au-delà de la forme, il y a vraiment des divergences de fond. Et donc, ce que j'essaye d'expliquer, et il faut moi, et il en faut plein d'autres, c'est comment on recrée du dialogue et comment justement on essaye de faire une place en fait à chacun dans notre société. Bien sûr, et c'est vrai que vous parliez tout à l'heure du vivre ensemble, les générations, alors vous dites ma génération, donc c'est un terme englobant, mais en même temps vous vous incluez vous, il y a plusieurs formes de génération de votre âge, il y a ceux qui sont en effet habitués à une forme de me, myself and I et de moi-moïsme absolu, de célébration du soi, et puis il y a ceux qui sont plus altruistes et qui sont tournés vers les autres, donc vous mettez évidemment pas tout le monde dans le même sac, vous vous adressez à qui? Aux deux camps ou à ceux qui sont déjà... d'accord avec vous? Je m'adresse surtout à nos aînés, en fait. D'accord. Je m'adresse à tous ceux qui me font l'honneur de me lire, mais je m'adresse surtout à nos aînés parce que je pense qu'il y a des clés de compréhension qui n'existent pas. Aujourd'hui, j'entends souvent dans mon travail des personnes du monde professionnel qui me disent « Oh là là, mes ados, ils me disent que je devrais arrêter mon travail parce que c'est sexiste ou alors que je pollue avec ma voiture, je comprends rien, je sais plus quoi faire. » Et je pense qu'effectivement il y a plein de diversité dans cette génération. Évidemment aussi que, comme l'a bien dit Frantz Fanon, chaque génération doit remplir sa mission ou la trahir. Dans une relative opacité. Évidemment que les 68 arts, comme on aime les appeler, ils ont peut-être pas autant changé le monde que ce qu'ils espéraient, même si je crois qu'ils ont laissé une trace assez forte et un héritage trop bien dans notre société, enfin un super héritage progressiste, pour donner mon avis. Des avancées, voilà, des avancées progressistes, c'est certain. Et donc, il faut pas, enfin, le titre, peut-être qu'il est accrocheur, voilà, mais derrière, moi, ce que je veux dire, c'est surtout, il y a des nouvelles lectures des choses qui sont pas mal, en fait, qu'il faut peut-être écouter, qu'il faut peut-être prendre en compte. Et en fait, pendant que il y a la grosse machine politique, médiatique, entreprise, CAC 40, etc., qui fonctionne et qui tourne et qui avance, en fait, en parallèle, ces 20 dernières années, il y a l'entrepreneuriat social, les mouvements citoyens, la digitalisation de l'engagement, donc voilà, qui s'est développée. Et en fait, il y a le tissu associatif, évidemment, et en fait, je dis même qu'il y a une révolution douce qui est à l'œuvre dans notre pays, où en fait, ces Françaises et ces Français n'ont pas attendu, de ma génération ou d'autres d'ailleurs, n'ont pas attendu les collectivités locales, les politiques, les médias, les grands groupes pour s'organiser et pour faire des choses. Au contraire, elles inventent un récit optimiste, elles inventent des solutions, parfois technologiques, mais pas que, pour changer le monde. Et en fait, aujourd'hui, ces personnes-là que je dresse beaucoup de portraits dans le livre d'entrepreneurs sociaux que j'ai eu la chance de rencontrer et d'accompagner dans mon métier. Ces gens-là, quand on leur demande est-ce que tu devrais être ministre de ton sujet parce que tu connais ce sujet mieux que personne, ils me répondent « Ah non, mais j'ai pas le temps, moi. Non, mais je dois aider les autres. » Oui, aussi. Et donc, c'est ce qu'est censé faire un ministre. Et ça, c'est un récit qui est encore à bas bruit, trop à bas bruit, et que j'essaye de diffuser à travers ce livre. Oui, je comprends. Pour qu'il n'y ait pas vraiment de dissociation entre ceux qui nous gouvernent et ceux qui subissent quelque part les décisions
de ceux qui sont au-dessus. Donc, créer un lien, en fait. Hein. Oui, créer un humain. créer un lien et valoriser le pragmatisme. Oui. Je crois qu'on entre dans une ère, c'est encore une fois assez dû aux réseaux sociaux, mais pas que, on entre dans une ère où on va plus être d'accord pour dissocier sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Moi, ça me choque quand j'entre dans une entreprise à quel point il faut s'effacer, rentrer dans un moule, accepter d'être quelqu'un de lisse et la culture d'entreprise qu'on a connue dans les années 90. Voilà. Et cette culture d'entreprise-là, je crois que c'est terminé en fait, on n'en veut plus. Et je crois que c'est tant mieux, c'est pour le mieux, moi je suis contre ça, parce que je crois que notre plus grande richesse, elle est dans l'authenticité qu'on a à chacun et l'expérience qu'on a chacun de nous. Et donc en fait, au lieu de nier nos différences, c'est nos différences qui font nos forces. Et je pense que, et c'est pour ça que je prends le prisme générationnel pour défendre ces opinions, parce que je pense que ma génération a compris qu'il fallait arrêter de chercher une égalité des droits opaque, parce que cette égalité des droits opaque, elle conduit parfois à lisser, à gommer les différences. Et vous voulez travailler sur la singularité. Pour aller vers une société où on affirme, on revendique le droit à la différence. Je parle évidemment de la différence de genre, de la différence d'origine, mais je parle même des différences d'expérience qu'on peut avoir chacun de nous. Tout à fait. Donc la place des entreprises, vous commencez le livre d'ailleurs avec ça en indiquant que nos entreprises ont su s'adapter à la crise que nous venons de vivre. Quel est votre regard sur justement le monde de l'entreprise qui a quand même beaucoup évolué, vous l'avez dit, des années 80-90, années fric, où il fallait être dans la performance, et maintenant où elles sont plutôt des entreprises à mission, où elles pensent aussi à leur image. Comment ont-elles su s'adapter à ce qui nous est arrivé là, et ce qui nous arrive encore avec la pandémie? Oui, alors effectivement, je pense que les entreprises ont pris un vrai tournant cette fois-ci et qu'on sort petit à petit, peut-être trop doucement, mais sûrement, doucement mais sûrement, on va dire, des 2 dernières décennies qui étaient ce qu'on appelle les décennies des washing. Donc les washing, je m'explique, c'est pour le plus connu d'entre eux le greenwashing. Donc le greenwashing, très simplement, c'est de repeindre son logo en vert pour prétendre qu'on est écolo et donner une image. En fait, c'est utiliser le marketing comme technique pour redorer son image d'un point de vue écologique. Mais il y a aussi le social washing, c'est la même chose sur le plan social, le féminisme washing, c'est la même chose sur le plan féministe. Et tous ces washing, en fait, ils participent à créer du symbole au lieu de créer du fond, de créer des actes. En fait, c'est la partie parole sans la partie acte. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de prendre un tournant où les entreprises, non seulement elles se rendent compte que parfois elles sont plus efficientes et efficaces que l'État pour agir sur certains sujets. Par exemple, on se souvient de LVMH qui ont été les premiers à dégainer du gel hydroalcoolique au début de la pandémie. Ils ont été beaucoup plus réactifs, mais à la fois c'est normal, ils ont des usines de cosmétiques. Donc à la fois ils ont les moyens pour le faire, il n'y a pas de raison qu'ils ne contribuent pas à l'effort national à ce moment-là, sachant qu'ils peuvent le faire. Voilà, donc les entreprises, elles se rendent compte non seulement de leur efficience, mais aussi de leur responsabilité. De leur impact. Et la responsabilité, c'est pas un supplément d'âme. C'est pas, en fait, en France, on est victime d'une double culture. La première, c'est la culture chrétienne de la charité, qui est de dire on donne par supplément d'âme, et en fait, c'est pas du tout la vision de la responsabilité sociale de l'entreprise qu'on doit prôner aujourd'hui, parce que cette vision-là, elle doit être au cœur de l'activité stratégique, au cœur du business et de la vision de l'entreprise. Et le deuxième, c'est la culture, le mythe de l'État-providence. C'est de dire en France, on a un État interventionniste qui s'occupe de tout ce qui est intérêt général, pendant que les entreprises de leur côté s'occupent de leurs petits intérêts particuliers, à savoir de créer du profit. Moi, ce que je prône et ce que je dis et ce que j'observe dans certaines entreprises que vous pouvez accompagner via mon entreprise notamment, c'est qu'on a conscience que la responsabilité, elle est nécessaire pour créer ce que je théorise comme étant du soft profit. Donc il y a le hard profit, donc l'argent très concrètement, et il y a aussi le soft profit qui est de créer une équipe qui s'entend bien, qui est performante, qui attire des jeunes talents, parce que vous savez, les grands groupes aujourd'hui, ils investissent des millions chaque année pour attirer les jeunes talents. Bien sûr. C'est complètement con. Et il y a une entreprise, excusez-moi, j'ai juré, je me suis inventé. On va dire que c'est UBS. Non, mais c'est très illogique, excusez-moi. Vraiment, elle dit des gros mots. Non, c'est illogique dans le sens, vraiment, je me suis emportée. C'est illogique dans le sens où, au lieu, en fait, d'investir des millions pour être présente dans des forums et créer des plateformes où elles présentent leur métier,
pourquoi ne s'alignent-elles pas à leurs valeurs? Pourquoi ne revendiquent-elles pas leurs valeurs? Parce qu'en fait, les jeunes, ce qu'ils recherchent, c'est avant tout du sens, c'est avant tout de la cohérence. Mais peut-être parce que pendant longtemps, les valeurs ont été justement autour d'un plan comptable et d'un regard financier. Et d'un regard totalement... Aujourd'hui, on parle des performances extra-financières. Moi, je préfère appeler ça le soft profit, parce qu'en fait, le profit, c'est... En fait, je raconte à un moment, mon premier cours d'économie en première, où le prof nous a dit, le prof d'éco, nous a dit, voilà, l'entreprise, elle a un seul but, c'est faire du profit, point barre. Et moi, mes deux parents travaillaient dans des entreprises, étaient salariés, je me disais, mais pas du tout. Leur entreprise, elle a pour but de faire tourner un collectif, d'accomplir des projets. Je n'avais pas du tout compris à quel point on avait une vision économique presque cynique, libérale, assez cynique. Voilà. Et encore une fois, je ne conteste pas le capitalisme. Je pense que le capitalisme a des avantages. C'est un modèle très souple. C'est un modèle qui peut s'adapter, qui peut être responsable. Je pense juste que ce qu'on doit pointer du doigt, c'est le capitalisme ultra-libéral, digitalisé et mondialisé de ces 30 dernières années, qui a créé un cycle de travail infernal qui était déjà décrié dans les années 90. Bien sûr. En fait, ça fait 30 ans. Voilà, mais ça fait 30 ans qu'on ne bouge pas. Et le cycle infernal, c'est concurrence, compétition, accélération, mondialisation, travail, enfin voilà. Et qui dénue de sens la vie des salariés. Mais je pense que la différence entre les 30 dernières années et cette année, c'est qu'on a quand même vécu un drame mondial qui a un point positif au minimum, qui est d'être un formidable catalyseur d'engagement, de changement, d'envie de retrouver le sens. Et de poser un peu ses bagages pour réfléchir. Parce que dans cette rapidité dont vous parliez tout à l'heure, si on n'arrive pas à penser, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire. Et là, on a le temps. Ça peut changer des choses. Ralentir la slow life. Voilà, slow life, exactement. Slow life et soft profit. Voilà, j'aime les anglicismes. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Donc la prise de conscience autour d'un monde meilleur ou de l'écologie, vous pensez qu'elle s'est faite autour de 2007, des différents Grenelles, de l'environnement ou autres, où là il va y avoir en effet, comme vous le dites, un véritable impact. Parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a une éducation qui a été faite depuis ce fameux Grenelle jusqu'à maintenant, et puis là il y a peut-être un coup d'accélérateur, donc vous êtes plutôt optimiste sur... Énormément. Alors, je pense que on peut pas se réjouir. Enfin, évidemment, tout ce sujet de la transformation écologique et sociale est éminemment paradoxal. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je travaille avec une banque, je trouve qu'ils sont pleins de mérites. À la fois, ils sont très mal notés sur le Yuka de la finance qui s'appelle Rift, que je vous invite à télécharger, qui est une super application. Tout ça n'est que, enfin, et beaucoup de paradoxes. Je pense par contre qu'on a pris le tournant, on a pris le bon virage, qui est celui déjà de la conscientisation. Les jeunes aujourd'hui sont formés à l'école, dans les entreprises on est formés de plus en plus, etc. D'ailleurs aussi la formation, c'est qu'une fois qu'on a compris qu'il y avait un problème, qu'est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous, comment on fait, et surtout je pense que on sort petit à petit de l'ère du symbole dont on parlait juste avant pour entrer dans l'ère des coalitions. D'ailleurs, coïncidence, c'est le nom de mon entreprise. Vous l'avez choisi dans ce sens-là? Je l'ai choisi dans ce sens-là, mais sans savoir que John Ellington, qui est un super auteur qui a écrit un livre qui s'appelle The Green Swans, que je vous recommande, avait théorisé la transformation en 5 phases. Donc la première, c'est celle du déni. Elle a eu lieu des années 70 aux années 2000, à une époque où les premiers rapports, le GIEC se constituait et pourtant les gens ne voulaient pas voir. Ensuite, il y a eu cette phase symbolique des années 2000 à aujourd'hui, potentiellement, où justement c'était l'ère des washing, où on était dans le symbole, c'est vraiment le patron avec son gros chèque qu'il remet à une pauvre association qui aide des pauvres enfants en Afrique. Voilà. Et la troisième, c'est l'ère des coalitions. Et l'ère des coalitions, c'est une ère où on comprend qu'on ne peut pas tout faire tout seul, que le symbole ne suffit pas, et on va se rapprocher des parties prenantes, que ce soit l'État, que ce soit des associations, que ce soit des startups, pour mener à bien ces combats. Donc par exemple, se dire, bah voilà, nous, notre entreprise, elle veut s'investir sur la formation des jeunes publics éloignés de l'emploi. On va mandater une association qui fait déjà ça, et nous, on va s'engager à en recruter X% de ceux qui sortent, par exemple. Et l'État va donner un lieu pour que la formation ait lieu, parce que sinon, ça ne marche pas. Et ça, c'est vraiment très... Et c'est ce qu'on fait avec Coalition, hein, c'est vraiment... Je décris d'ailleurs une mission qu'on a faite là. Et ça, c'est vraiment l'ère des coalitions, une ère où on voit les transformations opérer. Parce qu'en fait, chaque acteur trouve sa place sur ce que j'appelle la chaîne de l'impact. J'allais vous dire une chaîne. Voilà, exactement. Une chaîne de l'impact où en fait, si chacun est à sa place, alors il y a de l'impact. Le problème, et c'est pour ça que je me permets de parler de contrat social, de pacte social, c'est sacrément ambitieux de parler de tout ça, ou c'est peut-être...
parce que Non, mais c'est bien l'ambition. Voilà, non, Très voilà, bien c'est l'ambition. très bien. Mais je me sentais semi-légitime au début de ce livre pour m'engager sur tous ces sujets. Bien sûr. Et pourtant, je l'affirme et je le revendique parce que je pense que dans le problème en ce moment, c'est que personne n'est à sa place. Et en fait, il suffit de enfin, il suffit. Oui, Facile à dire, moins facile à faire, ouais. mais en fait c'est une réorganisation Oui. dont on a besoin. Quand les politiques disent on a reçu les syndicats, on parle avec les syndicats, on parle avec les corps intermédiaires, mais qui est syndiqué de nos jours? Ouais. Les syndicats, c'est totalement obsolète. Perte de vitesse totale en France. Je n'ai pas un ami qui sait ce que c'est un syndicat. Et il y a moins de 5% des moins de 35 ans qui sont syndiqués. Donc ça ne nous représente pas, ça ne sert à... Enfin, oui, ça ne sert pas à grand-chose. Voilà. En comparaison de l'Angleterre où le syndicalisme est important, là ici c'est pas... Et pareil, non mais et le militantisme politique, moi je le raconte, j'ai essayé pendant longtemps. Le militantisme politique c'est devenu marginal et pareil ça ne permet pas d'accéder aux solutions. En fait ce qui a changé c'est qu'au lieu d'essayer de voter pour les bonnes personnes qui vont nous apporter les bonnes solutions, on s'est rendu compte qu'on était tous des solutionnaires. Et en fait on peut tous l'être. Et aujourd'hui je crois que si on arrête tout ce qu'on est en train de faire et qu'on se met tous à la tâche pour conduire cette transition écologique et sociale, eh ben, on a tous un rôle à jouer d'importance égale. Ah oui, ça permet d'imaginer un monde en effet où on n'est pas chacun à nos places et en même temps, pendant des années, on nous a expliqué qu'il fallait qu'on soit polyvalent. Vous savez ce mot-là, on nous disait qu'il fallait tout faire en étant payé un peu moins en même temps. Donc il fallait doubler ses compétences et aujourd'hui, vous nous rappelez que si on a une compétence et qu'on la lie à quelqu'un d'autre qui a une autre compétence, on fait force. Tout à fait. C'est exactement ça. Tout à fait. Voilà, donc c'est très intéressant parce qu'en effet c'est optimiste, parce que c'est ambitieux et que l'ambition c'est pas du tout un problème, ni la prise de risque. En tout cas c'est un regard, c'est votre regard factuel sur ce que nous vivons aujourd'hui, sur votre génération, avec ce titre qui promet quelque chose. Alors on espère, on croise les doigts, que votre génération va changer le monde sans vous mettre trop de pression non plus, mais on compte sur vous. Ouais, non mais après voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais comme l'a dit Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, conduire sa mission, accomplir sa mission, puis la trahir. Donc on deviendra sûrement nous aussi, c'est tout ce que je nous souhaite, des bourgeois propriétaires, mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc, voilà, exactement, et ça sera aux futures générations de s'enquérir de cette tâche. Voilà. En tout cas, merci pour ce que vous faites, Flora. À très bientôt. Et puis voilà, donc je rappelle ce livre qui sort aux éditions de l'Aube. Ma génération va changer le monde. Ravi. Et puis ce lieu est vraiment top, vraiment. Donc voilà. À très bientôt. À bientôt. Et ben merci beaucoup. Merci.